Docteur Éric Setton, bonjour à vous. Bonjour Steve, bonjour aux auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du Herzliya Medical Center et lieutenant-colonel réserviste de l'unité de sauvetage 669 de l'armée de l'air israélienne. Docteur Setton, on scrute avec beaucoup d'attention l'état de santé des otages libérés ces derniers jours dans le cadre de la première phase de l'accord de trêve, qu'il s'agisse des jeunes soldats d'observation ou des civils comme Ofer Calderon samedi dernier. Quels sont les retours qu'en tant que professionnel de santé et lieutenant réserviste vous avez obtenu sur leur situation médicale, notamment sur le plan psychologique? Alors, c'est un sujet effectivement humain et stratégique pour Israël. Chaque captivité, c'est une tragédie individuelle, mais elle touche aussi tout le pays. Donc ça fait de décennies qu'Israël est confronté à des prises d'otages par des groupes terroristes et on a développé donc des mécanismes spécifiques pour gérer ces situations et aider au mieux les personnes concentrées et concernées après leur libération. La première, c'est une épreuve psychologique, une épreuve physique extrême. L'environnement donc de détention est très hostile, avec isolement, conditions de vie précaires, maltraitance physique, psychologique, incertitude permanente sur le sort. Tout ça, ça laisse des séquelles profondes. Les troubles qu'on remarque généralement, ce sont les syndromes de stress post-traumatique. Ouais. C'est le trouble le plus courant chez les otages. Et ça se manifeste par des flashbacks de l'événement, une anxiété permanente, une hypervigilance, des troubles du sommeil. Et certains otages ont du mal à se réadapter à un environnement normal. Donc, ce qu'on essaye le plus possible et le plus rapidement possible, c'est de remettre les otages dans leur entourage normal, la famille. Vous avez vu que les premiers otages qui ont été libérés ont eu un stade très lent de récupération avant de retrouver leur famille. Et on a compris qu'en fait, il fallait avancer le stade de retour avec la famille. Les mamans sont venues retrouver les jeunes filles le plus rapidement possible. Ce qu'on a vu ces derniers jours. Les familles sont mises en contact. Exactement, c'est ce qu'on a appris également. On apprend en continuel avec le retour des otages. Chaque retour des otages, on a un débriefing après pour savoir qu'est-ce qui a été fait de façon bien ou pas. Et c'était une demande des personnes qui avaient été libérées, qui ont émis le souhait que leur famille leur rende visite plus rapidement? Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, c'est ce qu'on a appris des premiers otages qui ont été libérés, c'est qu'en fait, la rencontre est cruciale avec la famille, avec les proches, les enfants, les parents. C'est quelque chose qui donne la ressource le plus rapidement possible. Il faut comprendre également que les otages passent d'un environnement complètement déconnecté à un flash Ils sont exposés au regard, ils sont exposés à une quantité de personnes, ce qui n'était pas le cas pendant leur détention. Et donc, il faut le faire de façon progressive. Les personnes qui sont le plus à même, ce sont les familles. Et on va y revenir dans le détail sur ce dernier facteur de retour à la vie auprès de la collectivité. Docteur Setton, quels sont les facteurs d'emprisonnement, d'enfermement qui peuvent influer négativement sur leur reconstruction et leur retour, si j'ose dire, à la vie normale? Le fait d'avoir vécu, par exemple, dans des tunnels et non dans des appartements, par exemple, pour certains d'entre eux, ça fait une grosse différence. Ah oui, tout à fait. Alors d'abord, il y a la personne elle-même, ses capacités de résilience, ses capacités physiques, son état physique. Il y a eu des personnes qui étaient blessées, d'autres qui étaient malades d'origine. Et il y a la durée de la détention, les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée. Avec, comme vous l'avez dit, un tunnel, ce n'est pas comme un appartement. S'il y a eu des changements, souvent des changements de location, Oui. Les bombardements qui ont eu lieu, c'est quelque chose de très effrayant quand on a un bombardement autour de soi et on sait qu'on ne peut rien faire. La façon dont les terroristes se sont conduits, certains sont mieux conduits, d'autres de façon beaucoup plus brutale. Je crois qu'il y a chacun a vraiment vécu ça de façon très différente. Et donc on fait de la coupe sur mesure pour le costume, pour chacun, comment les soins vont être déterminés dans la suite et la durée des soins et de l'accompagnement qui va être mis en place également. Vraiment, le but, c'est à la fin
de donner un soutien émotionnel avec beaucoup de patience. La famille aussi a besoin, parce qu'eux-mêmes ont subi, ce qu'on appelle une deuxième victime, puisqu'ils ont subi également des pressions énormes. Il faut éviter la surprotection, il faut leur donner la possibilité de reprendre leur capacité, leur indépendance, et il faut aider à la réadaptation sociale avec la reprise du travail, des études, des activités sociales. Tout ça, il faut être un facilitateur et non pas à la place, une béquille et non pas une chaise roulante. Prenons un exemple très concret, docteur Seton. L'otage Nahama Levi a été maintenu en isolement pendant la très grande partie de sa captivité dans la bande de Gaza, à la différence des autres soldates prises en otage. De quel type de troubles peut-elle aujourd'hui être affectée et comment est-ce qu'elle peut être accompagnée pour se réhabituer à vivre en collectivité? Alors, comme je l'ai dit, il y a le trouble, le stress post-traumatique qui est très fréquent. Il y a la dépression et l'anxiété. J'ai personnellement connu des gens qui avaient été en prison pendant fort longtemps, des soldats qui avaient été emprisonnés en Égypte ou en Syrie. Ça a duré plusieurs vingtaines et trentaines d'années après. Ils avaient encore des répercussions, exactement, d'années. C'est-à-dire chaque porte qui s'ouvre, de façon un peu brutale ou un grincement, ou un bruit qu'on ne reconnaît pas, peut retrouver l'otage, la personne qui était emprisonnée, dans des situations de stress et d'anxiété. Il faut continuer à suivre ces personnes qui ont été prises en otage dans des conditions terribles pendant plusieurs années. Le risque de suicide peut réapparaître après plusieurs mois et même plusieurs années, donc il faut vraiment le prévenir. La réinsertion sociale, le fait que les personnes retrouvent un but dans la vie est particulièrement important. Et il faut faire attention également aux familles parce que généralement les parents ou les enfants qui ont subi également des pressions et une pression terrible sont également à même de développer des troubles d'anxiété et même de suicide. On a vu un rescapé de la Nova qui s'est suicidé parce que personne n'est à l'abri d'un stress et d'une anxiété après un tel événement. Docteur Seton, plusieurs otages ont confié après leur libération avoir été portés pendant leur captivité par les images de mobilisation de la société israélienne que les terroristes leur permettaient parfois de suivre à la télévision. Pourquoi ça a pu jouer un tel rôle pour tenir? Parce que quand on est dans un tunnel où on est emprisonné et on est en otage, on a l'impression qu'on est oublié du monde. On est complètement déconnecté, personne ne sait qu'est-ce qui se passe. On a l'impression que personne ne s'occupe de nous. Les terroristes font tout pour montrer qu'en fait, personne n'est au courant. Donc effectivement, ce que je disais, c'est que les otages ont l'impression d'être oubliés par la société, d'être oubliés par leurs proches. Et donc le fait de voir les manifestations, les Israéliens sortir en masse, les demandes de libération des otages, pour eux, c'est un renfort psychologique extrême. On voit également que le Hamas comprend ce jeu psychologique. Il a demandé à des otages de s'exprimer, de parler, d'influencer sur la société israélienne pour demander à la libération et l'accomplissement d'un accord. Ils comprennent très bien la psychologie israélienne. Ils comprennent très bien que, comme l'a dit le précédent invité, le rabbin, qui a dit que pour les Juifs, c'est une mitzvah de première importance de libérer un Juif en otage. Ils le comprennent très bien, ils ont joué dessus. Le fait d'avoir laissé les otages également voir ces manifestations, c'est également pour leur donner une capacité de tenir le coup pendant la détention, et également montrer qu'il y a une capacité de jouer sur un levier psychologique et avec les interventions qu'ils ont publiées, c'est ce qu'ils ont fait en fait. Est-ce que désormais les choses sont un peu différentes? Est-ce que maintenant, libérer les otages doivent se protéger des médias, se protéger aussi de la curiosité, souvent évidemment amicale de la société, pour prendre le temps de se reconstruire seulement avec leur cercle intime, leur cercle familial et l'équipe de médecins accompagnants qui va essayer de
leur redonner des forces et leur permettre de retrouver la vie. Alors, effectivement, c'est toujours très individuel, mais de passer d'un incognito et pendant plus d'1 an et demi où on était enfermé et sans rapport humain accueillant ou sociable, on se retrouve devant un enthousiasme et tout le monde veut leur parler, les toucher, et c'est quelque chose qui est difficile également à appréhender. La famille a un rôle très important pour protéger, mais l'équipe médicale et psychologique est là pour tenir. On ne doit pas être trop impliqué. Comme on l'a dit, ce n'est pas une coquille, c'est quelque chose qui doit être soutenir pour, comme un oiseau, reprendre son vol et reprendre ses capacités à être indépendant, tout en donnant la possibilité à l'otage qui a été libéré à demander un soutien dans les endroits où ils ont besoin. Et chacun a besoin dans des positions différentes, que ce soit psychologique, sociale, travail, adaptation, retour dans l'appartement ou dans la maison. Il y a certains qui ne veulent pas revenir dans la maison où ils étaient pris en otage. Oui. D'autres, au contraire. Pour eux, c'est une victoire de se retrouver dans la maison où ils ont été pris en otage. Ils sont libres et ils vont reconstruire leur famille et leur vie de société. Question très pratique, docteur Seton, cet accompagnement sur le long terme, comme vous nous le disiez il y a quelques instants, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, il est fourni par les services publics, par l'État en Israël? Alors une partie, oui, effectivement, la grande partie est fournie par l'État et une partie également par l'état-major des otages, qui prend également une partie de la responsabilité de ce soutien à long terme. Et c'est quelque chose qu'on apprend également. Aucun pays au monde n'a été confronté à une telle quantité d'otages pris pendant tellement longtemps. Il va falloir qu'on apprenne ça. Il y a eu des cas isolés en France ou ailleurs, mais ce n'est pas été une telle quantité. Il va falloir que l'État apprenne également et mettre en place les structures au long cours. Avec peut-être aussi des retours d'expérience qui seront faits, Israël servant alors de laboratoire pour d'autres États qui seraient confrontés à ce type de situation? Malheureusement, oui. J'espère qu'on n'auront pas à donner cette expérience à d'autres personnes, mais bien sûr, les États déjà occidentaux ont été intéressés à venir apprendre et à écouter ce que nous avons pu comprendre de cette libération d'otages. Merci beaucoup, docteur Eric Seton, d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur du Herzliya Medical Center et lieutenant-colonel réserviste de l'unité de sauvetage 669 de l'armée de l'air israélienne. On peut réécouter notre entretien sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Très bon après-midi à vous et à très bientôt.